Fesneau. Bonjour. On commence avec la situation dans les Deux-Sèvres, près de Sainte-Soline. C'est un week-end de manifestations pourtant interdites contre les réserves de substitution. Ces retenues d'eau au profit des agriculteurs. Les opposants appellent ça des bassines. Ce matin, 8h21, quel message voulez-vous adresser à ces manifestants au moment où ils s'apprêtent à se réunir ? Un message de responsabilité et d'apaisement, mais qui est dans leurs mains, à la vérité. C'est des manifestations qui ont été interdites, non pas pour le plaisir d'interdire des manifestations, mais les éléments qu'on en a sont des éléments qui laissent à penser. D'ailleurs, on a vu les saisies qui ont été faites hier de gens qui avaient qui des machettes, qui des haches, qui des fusées de détresse. On a vu ce qui s'était passé aussi au mois de novembre. Qui manifestement, pour un certain nombre d'entre eux, jamais je fais d'amalgame, mais pour un certain nombre d'entre eux... Oui, parce que pour un peu, vous allez nous dire que la foule n'est pas légitime là-bas aussi. Non, j'ai pas dit ça. Bon. Je disais, je fais pas d'amalgame, mais je dis que quand vous saisissez des gens qui ont des machettes et des haches, je crois pas que ce soit des manifestants. Et quand vous pensez que vous en avez 1000, dans une foule qui est estimée à 7 ou 10 000, vous avez des risques à l'ordre public qui justifient l'interdiction de manifester. Vous avez mis 3000 gendarmes en face. Il y a 3000 gendarmes, ce qui est beaucoup, mais ce qui est aussi face à des gens très déterminés et qui ne pensent pas la vie humaine comme un bien précieux. C'est quand même une grande mobilisation pour les gendarmes. Il faut saluer l'action de la préfète de ce département et des forces de l'ordre, des forces de sécurité pour essayer de faire en sorte que les choses se passent sans qu'il y ait trop de violence. Et donc c'est un appel à la fois à ça. Difficile de parler à ceux qui se promènent avec des haches et des machettes, parce que vous voyez bien que je suis pas sûr que ma parole performerait, si on peut dire. Mais pour les autres, ceux qui ne sont pas dans ce registre-là et qui essayent de dire des choses, leur dire que d'abord c'est une manifestation interdite, et donc, y compris pour eux, vis-à-vis de gens qui sont très violents, il y a des risques. Et ça n'empêche pas qu'on puisse ne pas être d'accord avec tel ou tel projet. Et puis deuxième élément, leur dire que quand même c'est un projet, on peut discuter aussi du fond d'ailleurs, mais qui barre bien des aspects, y compris dans le processus qui a amené à la construction de ces réserves, est plutôt exemplaire en termes de discussion, de débat. Ça a amené un protocole qui a été signé par des associations environnementales, par des élus, au premier rang desquels Madame Bateau, qui ont retiré ensuite leur signature. Mais moi, quand j'appose une signature quelque part, j'essaie de le faire avec recul. Et donc, le process lui-même a été un process où rien n'était imposé du haut. Les choses se sont faites sur le terrain, avec les associations locales, avec les agriculteurs locaux, avec les services de l'État, les services scientifiques sur les questions d'eau. Et donc il faut aussi regarder comme ce projet comme exemplaire dans sa démarche. Et là, vous calmez le jeu, mais il y a des ministres au sein C'est toujours mon tempérament plutôt d'essayer de calmer le jeu. Au sein du même gouvernement que vous, qui ont mis un peu d'huile sur le feu. Je pense à Gérald Darmanin, qui assure qu'il s'agira d'une grande mobilisation de l'extrême gauche venue s'en prendre aux gendarmes pour peut-être les tuer ou tuer les institutions. Vous partagez ce genre de propos ? Dans les 1000 que je viens, qui sont identifiés ou comme tels, il y a manifestement des gens qui sont dans ce registre-là. Je ne vois pas en quoi ça serait orthogonal tout à fait de dire ça et de dire en même temps, pour les autres, pour ceux qui pensent des choses sur ces sujets-là et qui, de bonne foi, pensent différemment de ce que les uns et les autres peuvent penser, ceux-là, c'est pas les mêmes. L'ennemi du gouvernement, c'est l'extrême gauche en ce moment. Les 1000 qu'on a, c'est des éléments qui viennent qui de Suisse, qui d'Italie, qui d'Allemagne, qui de Belgique, et qui manifestement ne sont pas autre chose que des gens rompus aux exercices de manifestation, plutôt classés à l'extrême gauche, et effectivement qui font acte de violence. C'est pas une insulte, et c'est pas une provocation que de décrire simplement une réalité, en l'occurrence. Yannick Jadot disait hier qu'il y a en ce moment une criminalisation finalement permanente, criminalisation des militants écologistes. Non, c'est tout à fait inexact. Monsieur Jadot devrait le savoir d'ailleurs. Alors, on essaie d'exister comme on peut parfois, mais inutile de chercher des choses compliquées. La criminalisation, c'est pas ça. La criminalisation, c'est quand vous faites des actes qui sont répréhensibles. N'inversons pas les choses. Personne ici n'est embastillé dans ce pays sans que la justice ne soit passée, sans qu'il y ait des actes de procédure. Parfois, d'ailleurs, j'entends même dans le monde agricole des gens qui trouvent que nous n'allons pas assez loin. Et moi, je tiens la position que la justice doit passer, mais la justice dans les formes de droit et l'état de droit dans lequel nous sommes. Donc, je trouve que c'est une caricature. En revanche, quand vous allez détruire le bien d'autrui, oui, ça relève oui, c'est un délit. Alors, dans le fond du dossier, pour le gouvernement et pour vous en particulier, Marc Fesneau, pas de moratoire autour de ces projets de réserve qui pourraient continuer. Pas de moratoire. Est-ce que je peux essayer d'écrire juste en 2 minutes les choses sur ces projets ? Sainte-Soline, c'est quoi ? C'est à date, en 2018, avant que nous soit signé le protocole, 21 millions de mètres cubes prélevés sur ce périmètre-là. Le protocole, il prévoit de ne plus en prélever qu'environ 12 millions 5. Dans ces 12 millions, de ne plus en prélever que 6 millions l'été. Les 21 millions étaient prélevés l'été. Donc 6 millions de mètres cubes prélevés. Donc on a une réduction drastique des prélèvements en été, qui est la période la plus cruciale. Et on fait des réserves, environ 6 millions de mètres cubes, pour pouvoir les remplir, pour qu'elles puissent être utilisées l'été, mais remplies par des eaux d'hiver, quand il y a de l'eau hiver. D'ailleurs, à ceux qui disent, cette année, elles sont moins remplies. D'abord, elles sont plutôt remplies dans ce secteur-là, mais si elles sont moins remplies, il y aura pas de prélèvement, parce que la nappe ne permettra pas de prélever.
Deuxième élément, on a des agriculteurs qui sont engagés sur des diagnostics pour toutes les exploitations collectives et individuelles, des engagements individuels, c'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs qui signent en bas d'un papier des engagements sur réduction des indices de traitement. Il y a un suivi de ça? Il y a un contrôle? Bien sûr, il y a un suivi, et dans quelques jours, on donnera le suivi. Mais je peux vous dire, par exemple, que les surfaces en bio se sont très largement développées. Je peux vous dire que l'indice de fréquence de traitement, c'est-à-dire le nombre de fois où on traite les parcelles, c'est réduit de façon très importante. Il y a des gens qui plantent des haies. Donc il y a des engagements précis et suivis qui sont mis en place. Alors j'entends certains dire, oui, mais on ne sait pas s'ils vont tenir les engagements. Mais on vit dans un État, et à la fois de droit, ce que je rappelais tout à l'heure, mais aussi un État de responsabilité où on doit se faire confiance. Moi, j'estime que quand quelqu'un a signé en bas d'un papier, il est engagé non seulement vis-à-vis de l'État, mais il est engagé vis-à-vis de la collectivité. Et là, vous avez des agriculteurs qui se sont engagés. Et on est dans un cycle qui est plutôt vertueux, puisqu'au final, il y aura plus. D'ailleurs, le Bureau de recherche géologique et minière, qui s'occupe BRGM, je dis plus BRGM parce mais vous avez raison, il faut le dire. Parce que le jour, je l'ai dit, et quelqu'un m'a dit qu'est-ce que ça veut dire géologique et minière. Les minières qui travaillent sur les nappes, comme vous le savez. Lui dit que c'est vertueux parce qu'il y aura plus d'eau en été dans les cours d'eau. Sauf que le BRGM dit aussi que ces retenues d'eau pourraient très bien ne plus être remplies par manque d'eau dans les prochaines années. Vous êtes peut-être en train de construire des piscines qui ne serviront plus à rien. Non, c'est inexact. Ils disent que dans certaines années, elles pourront être appelées à ne pas être remplies. Oui, mais je vais vous expliquer un truc. Je prends une comparaison. Vous mettez des dispositifs antigel dans les vignes. Ça couvre le risque jusqu'à -2, -3 ou -4. Quand ça fait -8 ou -10, ça ne couvre pas le risque. Sauf que ça couvre le risque dans les périodes les plus communes. Et dans les périodes les plus intenses, oui, si elles ne peuvent pas être remplies, elles ne peuvent pas être remplies. Mais c'est bien l'objectif des ouvrages que d'avoir cette fonction-là plutôt d'assurance, si je peux dire. Là, on parle de Sainte-Soline, mais ouvrons un peu le dossier. Oui. Il y a combien de bassines, de grandes réserves d'eau aujourd'hui en France ? Je ne peux pas vous dire, il y a des centaines et des milliers de réserves d'eau sous des formes diverses, des étangs... Non, mais là, je parle de réserves d'eau, de méga-bassines. Mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai du mal à vous dire ce que c'est qu'une méga-bassine. C'est combien d'hectares, une méga-bassine? J'ai des étangs en Sologne chez moi, ils font 10 hectares. C'est un méga-étang. Et Serponçon, c'est quoi? C'est une méga. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que dans la terminologie, je ne fais pas de reproche à la terminologie, mais des projets de cette nature-là, je ne peux pas vous les quantifier, donc je ne vais pas vous dire les... Mais la question, c'est, il en faut plus ou pas? Mais ça dépend des territoires. Il y a des endroits, oui, il y a des endroits, il en faudra plus. Il faut assumer cette. Mais parfois, c'est des bassines. Donc en fait, vous dites que face à la sécheresse, la solution, ce sont non, ces. Je vais essayer de vous expliquer après. Parfois, c'est des retenues collinaires. Parfois, c'est des ouvrages plus grands, type ceux qui sont dans le Verdon. Donc il n'y a pas de. C'est pour ça que la question n'est pas la quantité en tant que telle de tel ou tel type d'ouvrage. Alors qu'est-ce que je dis et qu'est-ce que nous disons et qu'est-ce que nous allons dire? Je vous donne des chiffres. 500 milliards de mètres cubes qui tombent d'eau chaque année. 300 milliards sont utilisés naturellement par la plante. Il en reste 200 milliards. Dans les 200 milliards, il en est prélevé 33. 9 sont réellement prélevés. Et là-dessus, il y en a 3 qui sont prélevés par l'agriculture. 3 milliards. C'est presque rien. 3 milliards, alors je ne fais pas 3 à 500, puisque le reste est utilisé. 3 à 200. On a besoin de quoi? On a besoin de combiner à la fois des réserves de substitution, des réserves, des retenues collinaires, toutes les formes de retenues qu'on peut avoir, pour pallier à la période où on a besoin le plus d'eau. Et on a besoin par ailleurs de faire en sorte qu'à l'hectare, on appelle moins d'eau. On ait besoin de moins d'eau. Changement de culture, variété plus résistante à l'eau, oui, parce système d'irrigation plus économe. Les opposants disent que c'est beaucoup d'eau qui va servir à une minorité d'exploitants agricoles en maïs. Mais ça veut rien. Pardon, excusez-moi, ça veut rien dire. Vous êtes là pour ça? Il n'y a pas une minorité. C'est des exploitations qui font entre 100 et 150 hectares. C'est pas des méga exploitations. Parce que tous ces termes-là veulent plus rien dire. Non, mais au moment où les nappes phréatiques se vident, vous entendez le discours général tout de même. On est en train. Est-ce que vous m'avez entendu dire autre chose que on a besoin d'eau en agriculture, donc il faut qu'on prévoie les périodes où on a moins d'eau dans la rythmie climatique, et on a besoin de sobriété en agriculture, c'est-à-dire d'avoir des pratiques agricoles qui fassent qu'à l'hectare, qu'à la tonne de matière organique produite, on ait besoin de moins d'eau. Et je dis, les pratiques agricoles, les variétés doivent changer. Doivent évoluer. Et donc c'est les deux. Vous allez dans ces territoires-là. Le ministre de l'Agriculture ne parle pas beaucoup des nappes phréatiques. Or ce matin, ce qui est choquant, c'est ça. Et encore les nappes phréatiques, pardon de faire dans la nuance. La nappe phréatique de Beauce, celle que je connais le mieux, elle est une nappe profonde qui se remplit l'hiver et qui se remplit très lentement. Donc il faut beaucoup d'eau pendant longtemps. Les nappes phréatiques dont on parle là se remplissent très vite. Et se vident très vite. Donc c'est pas du tout. Et donc elles se vident très vite, ça veut dire qu'elles vont très vite à la mer. On n'est pas sur les mêmes types de nappes. Donc tout va bien. Vous m'avez pas entendu dire ça. Je dis juste que si on pouvait, dans ce sujet-là, essayer d'abord de se mettre d'accord sur une forme de compromis sur les besoins d'eau
en agriculture. 2, sur la nécessité de sobriété en agriculture. Parce que les agriculteurs qui m'écoutent, et ceux qui m'écoutent globalement, ils savent qu'il faut de la sobriété. Et que ici, c'est moins de maïs. Ici, c'est des cultures qui vont évoluer. Ici, c'est des variétés qui seront plus résistantes. Ici, c'est des pratiques qui permettent d'avoir de la matière organique et de tenir l'eau dans le sol. C'est tout ça qui combinera. Dans le protocole de Sainte-Soline, il y a de la plantation de haies. La plantation de haies, ça a plusieurs vertus. Au-delà de la biodiversité, qui est une grande vertu, une deuxième vertu, c'est de maintenir l'eau. Ça contient l'eau. Vous voyez bien qu'il y a un plan qui a été pensé. Et donc, c'est pas parce mais qu'on ça remplit pas les nappes phréatiques en plein hiver comme en ce moment où elles sont encore parce très, qu'en très ce moment, c'est comme ça. Mais personne ne sait si... Moi, je me souviens de 2016, hiver très sec, et après, j'avais 80 cm d'eau dans la commune dont j'étais le maire. Donc, attention à ne pas... Il faut raisonner sur le temps long. Les surfaces en irrigation en France, je le rappelle, c'est 7% des surfaces de France. Personne ne dit qu'on va passer à 90%, et certainement pas moi. On a sans doute besoin, dans certains territoires, d'un peu plus d'eau, mais globalement, il faut que ça soit sobre, tout ça. Allez, on change de dossier, monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Il y a l'eau, il y a aussi les pesticides. L'INRAE vient de publier cette semaine une étude qui envisage des pistes pour se passer complètement de pesticides d'ici 2050. Avez-vous pris connaissance de cette étude et quelles conclusions en tirez-vous ? J'ai pris connaissance de cette étude dans laquelle l'INRAE, qui fait, moi je trouve, toujours un bon travail, au fond, à moyen et long terme, et là on est plutôt sur le long terme, elle pose des hypothèses dont on voit bien qu'elle-même pose une difficulté majeure pour y arriver. Et c'est pas parce que je dis ça qu'il faut pas se mettre sur un chemin de réduction des produits phytosanitaires. Mais vous voyez bien que 2025, on est en 2023, ça m'a pas échappé, mais 2025, disons 2050, en 25 ans, ce mouvement-là, il est long. Mais ce qu'on dit sur l'agriculture, pardon de le dire, c'est valable sur le logement, c'est valable sur la construction, c'est valable sur... On a besoin de transitions qui sont longues, et moi, ce que j'en lis, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qui sont plus difficiles à faire, et il y a des choses qui sont à date. L'INRAE dit il faut diversifier les cultures, il faut pourquoi pas apporter de la robotique. Dans la PAC. Très bien. C'est ce qu'on a financé dans France Relance, la robotique. Changer les codes de la politique agricole commune. Oui, mais on a une politique agricole commune qui sera révisée en 2027, puis revisée ensuite. Donc, ils donnent des clés et des éléments, mais pour faire une transition comme ça, il faut du temps. Et ils disent aussi que c'est un objectif... qui n'est pas atteignable comme ça d'un revers de main. Et c'est bien qu'on se dise que les objectifs, il suffit pas de claquer des doigts. Parce que j'entendais des gens qui me disaient faut interdire les néonicotinoïdes, c'est simple. Résultat, cette année, je me retrouve avec une filière... On m'avait dit il y a des alternatives. Une filière sucre qui ferme les portes. Ben oui, et donc, si on pouvait se dire qu'on a besoin de transition, qu'il y a des choses possibles, et que parfois, il y a encore les produits phytosanitaires, parce que c'est utile, et que de la chimie, il y en a partout. Il y en a dans ce bureau, dans ce studio, il y en a chez vous, il y en a chez moi, et il y en a donc aussi en agriculture. Et qu'on peut essayer d'en sortir, on peut essayer de la réduire, mais qu'aussi on peut en avoir besoin. Marc Fesneau, parlons aussi du contexte actuel dans lequel on est. La visite du roi Charles III a donc été repoussée, on l'a appris hier, reportée probablement à l'été prochain. Est-ce que c'est le signe peut-être d'un président qui commence à reconnaître qu'il y a peut-être un problème avec sa réforme des retraites ? C'est le signe d'un président qui est à l'écoute, en tout cas. Il est à l'écoute ? Qui est à l'écoute de ce qu'est l'opinion et de ce qu'est... D'abord, on a des forces de sécurité qui sont beaucoup mobilisées, et donc les mobiliser pour un événement supplémentaire, reconnaissons qu'il peut y avoir quelque chose que peu de gens pourraient... Il faut saluer les forces de l'ordre qui sont extrêmement mobilisées. On en reparlera. Et qui sont très sollicitées. Et donc, que dans ce contexte-là, on puisse reporter une visite qui est une visite d'État, qui est celle du roi Charles, moi, ça me paraît logique, ça me paraît normal, et ça me paraît une décision qui est celle qui est empreinte de bon sens et en adéquation avec le moment qu'on traverse. C'est normal, mais ça montre aussi que la stratégie du pourrissement sur laquelle parie l'Élysée montre ses limites. Mais j'ai du mal à entendre ce mot de pourrissement. Le pourrissement, c'est l'idée qu'on la stratégie, se dire à l'usure on les aura, mais c'est pas ça, y compris dans cette affaire de réforme. Pardon, mais c'est un peu ce qu'il a dit lors de l'interview qu'il a accordée il y a 3 jours mercredi, en disant cette réforme, on l'a enjambée maintenant, on est passé au coup d'après. Eh bien non. Pas tout à. Moi, je l'ai pas lu comme ça, mais peu importe. Je vais vous dire ce que je pense moi. J'ai pas dit qu'on l'a enjambé. Faut pas nier ce qui s'est passé, ce qui se passe dans la rue. Faut pas nier la colère que ça a pu susciter. Faut pas nier les inquiétudes, les interrogations, les incompréhensions. Et faut pas dire que c'est pas les gens comprennent mal, c'est nous qui avons sans doute mal expliqué un certain nombre de choses, notamment que cette réforme n'était pas une réforme populaire par nature et pas agréable par nature, puisque il s'agit d'allonger la durée. Mais ça, les Français l'ont bien compris. Au travail. Et ça, les gens. Non, oui, mais dans les mots, il faut le dire, il vaut mieux poser les choses. Mais on l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'on considère. Je peux débattre avec tout le monde du sujet, mais on considère que l'intérêt du pays, y compris en termes de souveraineté financière, c'est qu'on ait des comptes qui soient mieux équilibrés.
Et donc, c'est pas la question du pourrissement, c'est la question que cette réforme, elle est nécessaire. Non, mais pourrissement, on a le sentiment que c'est la violence vers laquelle on est en train de tendre qui va peut-être faire bouger le président. Non, je crois pas. Vous avez entendu aussi ce qu'il a dit hier en sortie du Conseil européen, en disant qu'il considérait que la violence était inacceptable, parce que si vous accréditez la thèse, c'est pas une question de pourrissement là, si vous accréditez la thèse que c'est par la violence que vous obtenez droit à un certain nombre de vos demandes, qu'elles soient légitimes ou pas, enfin légitimes au sens démocratique, alors à ce moment-là, vous êtes dans une société qui n'est plus une société démocratique. Donc la violence ne peut pas avoir le pas sur le reste. C'est aussi simple que ça, à Sainte-Soline, comme dans d'autres registres. Mais là non plus, les gens qui manifestent, le million de gens qui ont manifesté la semaine dernière, c'est majoritairement des gens qui sont contre la réforme, c'est pas des gens qui sont violents. Donc essayons de distinguer. Alors il y a de la violence de la part d'un certain nombre de manifestants, il y a de la violence aussi du côté des forces de l'ordre. On a entendu ce matin à plusieurs reprises dans les journaux de France Inter ces policiers de la brave M qui insultent, qui humilient certaines personnes interpellées. Elles sont fatiguées, comme dit Gérald Darmanin, ces forces de l'ordre, quand elles commettent ces bavures policières? Alors d'abord, moi j'ai été, et s'il s'avérait que c'était bien ce qu'on nous décrit, moi je suis toujours... par nature, pour tout le monde d'ailleurs, hein. On attend les faits, il y a une enquête qui est en cours, mais s'il s'avérait que c'est vrai, c'est extrêmement choquant, et c'est même plus que choquant, puisque la police et la gendarmerie, les forces de l'ordre, elles détiennent ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime, parce qu'elles procèdent de ce que doit être un intérêt général. Enfin, là, c'est un enregistrement audio, hein, oui, donc c'est quand même... Oui, mais qui sait, où c'est, enfin, c'est pas... Oui. Voilà, il faut identifier les gens aussi, il faut les interroger, enfin, pardon. Demandons à faire pour la police que on fait pour vous et moi quand l'IGPN a été saisi, convoqué. il y aura une enquête, donc c'est pour ça que je n'ai pas de prudence verbale en tant que telle, je dis juste, il faut que laisser se dérouler une enquête, c'était il y a 2 ou 3 jours si j'ai bien compris, mais c'est effectivement très choquant. Et je comprends tout à fait l'état de fatigue de policiers et de gendarmes qui sont chargés de maintenir l'ordre dans des conditions qui sont très difficiles, parce que vous avez au milieu d'une foule qui est complètement pacifique des gens qui viennent mettre la pagaille. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils peuvent s'en tirer, parce que comme ils sont au milieu d'une foule pacifique et que c'est plus compliqué d'aller les chercher dans une foule pacifique, évidemment c'est plus compliqué. Mais ça ne justifiera jamais des comportements individuels qui soient des comportements qui ne sont pas conformes ni à l'éthique, ni à la loi d'ailleurs, ni à l'esprit de la loi en termes de maintien de l'ordre. Et reconnaissons qu'il y a eu beaucoup de manifestations depuis le mois de janvier ou même au mois de décembre et que dans la plupart des cas, les choses se sont passées dans de bonnes conditions. Il faut aussi saluer d'ailleurs les services d'ordre des syndicats. Quelles sont les solutions maintenant? On en sort comment de tout ça? Écoutez, le président de la République a demandé à ce que nous réfléchissions, nous, ministres, autour de la Première ministre, à ce que pourraient être et des messages et des dossiers que nous pourrions mettre sur la table. Il me semble qu'on a besoin de rendre visible ce qu'on fait. Je pense qu'on a besoin de rendre visible aussi ce dont les gens ont besoin d'un point de vue concret. Je vous donne un seul exemple. Je pense que le sujet maintes fois itéré du médical, le sujet de santé est un sujet qui saisit l'ensemble des Français. Et nous avons tous autour de nous des gens qui n'ont pas de médecin référent, n'arrivent pas à trouver un spécialiste dans des délais qui sont raisonnables. Donc on enjambe en fait cette réforme des retraites. Mais c'est pas la question d'enjamber. On a une réforme des retraites. J'ai essayé de vous dire en quelques mots ce que je pensais de la nécessité de la faire et de la nécessité pour les pays en termes de souveraineté. Ceci étant posé, ça n'empêche pas que j'ai des sujets. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit j'ai des sujets de pouvoir d'achat, j'ai des sujets d'accès à la santé. C'est aussi des sujets concrets pour les gens. Le gouvernement veut, j'allais dire, faire diversion, mais c'est pourtant bien le chef de l'État qui cristallise en ce moment la contestation. Mais nous sommes dans un pays, moi je suis toujours très frappé quand il y a un problème dans un pays, et qu'est-ce que fait le chef de l'État? Et qu'est-ce que fait le président? C'est d'ailleurs pas nouveau, j'ai toujours entendu ça. Ça fait 25 ans que je suis dans la politique, et c'est toujours... On est un pays qui rêve de décentralisation, et dès qu'il y a un problème, c'est que fait le gouvernement? Et gouvernement égale chef de l'État. Non, mais il avait laissé Elisabeth Borne en première ligne pendant les débats à l'Assemblée, ça a été adopté dans les conditions qu'on le sait. Maintenant, c'est le chef de l'État qui cristallise la contestation. Mais ça se termine toujours comme ça, et je trouve d'ailleurs plutôt... on va pas lui reprocher à la fois de se cacher, certains disent ça, et d'autres d'être en première ligne ou d'être au milieu de la contestation. Le chef de l'État, il assume sa responsabilité. Il est élu par le peuple français, ce qui est différent de ce que nous sommes au gouvernement. Et donc, par construction, il vient polariser dans un pays qui se rêve encore un peu centralisé, ou qui est un peu encore centralisé. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, était ce matin notre invité sur